Alors, transformation de Fourier. Donc, rappel sur le Dirac. Donc, le Dirac en X. En fait, c'est le Dirac en S. ça commence bien. C'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de l'exponentielle 2i pi sx dx. D'accord? Donc, on considère une fonction f d'une variable x. Et donc, ça va transformer de Fourier f chapeau de variable s. On a f de x qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle 2i pi sx f chapeau de s ds. Et on a donc ceci c'est la transformée inverse en fait de la transformée de Fourier. Et la transformée de Fourier, donc f chapeau de s définie comme suit, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins 2i pi sx dx. Donc fort de ces définitions, on va faire des calculs de transformée de Fourier appliqués à des fonctions, je dirais, intéressantes du point de vue mathématique ou même du point de vue de la physique. Alors, calcul la transformée de Fourier de la fonction qui a x associée exponentielle moins pi x au carré. Bien, on va calculer donc la transformée de Fourier de f en s, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, donc de notre fonction qui est exponentielle moins pi x2, multiplié par le terme en exponentielle de la transformée de Fourier, autrement dit exponentielle moins 2i pi sx dx. Alors, on a effectivement une expression qui fait intervenir un carré qui n'est pas parfait en x, donc l'idée c'est dans un premier temps de réduire ce carré pour obtenir un carré parfait. Et on remarque que moins pi, donc x carré plus 2i sx, peut se mettre sous la forme pi facteur de x plus is au carré plus s carré, hein, puisque is au carré c'est moins s carré, puisque i2 c'est moins 1. Donc, on injecte donc cette expression factorisée dans notre intégrale qui calcule la transformée de Fourier. On s'aperçoit qu'on a un terme, donc un exponentiel d'une somme, c'est le produit d'exponentielle, et on s'aperçoit que le terme en S2 ne dépend pas de la variable d'intégration x, donc on peut le sortir de l'intégrale. Ainsi, donc f chapeau de s va être égal à l'exponentielle moins pi s carré par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins pi x plus is au carré dx. Donc on va maintenant donc se ramener donc au calcul de l'intégrale qu'on va appeler grand I. On va calculer donc grand I qui est égal à l'intégrale sur R de l'exponentielle moins pi x plus is au carré dx. Alors pour ça, on va passer dans le plan complexe. On va faire une intégration dans le plan complexe. On va poser z, le complexe, sous la forme d'une partie réelle qui sera x et plus i fois s, donc partie imaginaire. Donc c'est un changement de variable qui s'impose naturellement ici. Autrement dit, la différentielle de z, ce sera la différentielle de x. Et on aura donc cette intégrale qui sera... Alors j'ai fait volontairement une notation un peu limite, j'en conviens, qui est un abus d'écriture, mais c'est pour bien expliquer que on met bien... on interagit avec le jeu d'écriture, on met bien effectivement les nouvelles bornes, d'accord, puisqu'on transforme x, la variable d'intégration x va devenir la variable d'intégration complexe z. Autrement dit, i va s'écrire sous la forme de l'intégrale de moins l'infini plus is, on est de moins l'infini, à l'intégrale, c'est un plus ici, hein, vous l'aurez remarqué, donc vous rectifiez vous-même, donc de plus l'infini à, plus is, donc plus l'infini, de l'exponentielle moins pi z au carré dz. D'accord? Donc il s'agit d'une intégration dans le plan complexe à effectuer. Donc on va considérer le chemin d'intégration suivant. Donc je vais considérer le chemin constitué des 4 chemins, gamma L pour left à gauche, gamma D down, gamma R right et gamma U up. D'accord? Donc dans le plan complexe, donc on a la partie réelle, la partie imaginaire. Donc je vais intégrer donc le long de ce chemin pour pouvoir calculer cette intégrale complexe. Donc on va montrer que l'intégrale le long de gamma L, donc gamma L qui est caractérisée donc par x égale moins r plus i fois un certain terme qui varie entre 0 et s, hein, je crois, on va le voir tout de suite dans le changement de variable. On va montrer que donc cette intégrale tend vers 0 lorsque r tend vers l'infini, de même que l'intégrale de gamma r, donc ces deux intégrales de contours, hein, d'accord, ces intégrales de contours dans le plan complexe, hein, on n'est pas dans le cas des réels, donc tend vers 0 lorsque le module de r tend vers plus l'infini. D'où, alors, on applique le théorème
on applique le théorème de Cauchy, on a une fonction qui est holomorphe, d'accord, sur son domaine d'intégration complexe, et donc l'intégrale de, en fait, la réunion, l'intégrale le long en fait de notre chemin d'intégration qui est donc la réunion de gamma D, union gamma R, union gamma U, union gamma L, exponentielle moins pi z carré dz est égale à 0, puisqu'il n'y a pas de pôle, on intègre sur un chemin dans lequel il n'y a aucun résidu possible, il n'y a pas de singularité, et pas de pôle, et donc l'intégrale le long d'un contour fermé, d'après le cours d'intégration complexe, pour une fonction holomorphe, exponentielle moins pi z carré étant holomorphe, est égale à 0. D'accord? Et donc on va avoir que l'intégrale le long de gamma d, donc gamma d effectivement c'est le chemin, en fait c'est le segment qui va dans le plan réel de moins r à plus r, lorsqu'on va faire tendre donc r vers l'infini. Cette intégrale, ça va donc devenir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins puis z2 dz. Alors, vous savez très bien calculer une intégrale du type intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins alpha x carré dx. Si vous ne le savez pas, je vous renvoie à ma vidéo sur la gaussienne. Voilà, sur la gaussienne, je fais une vidéo sur la gaussienne, il y a un petit moment de ça, qui explique tout ça. Et donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins alpha x carré dx, ou alpha réel, c'est racine de pi sur alpha. Ok? Ici, alpha, c'est pi, donc on va avoir du racine de pi sur pi, autrement dit 1. Autrement dit, donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins pi z carré dz, c'est égal à 1. Le long de gamma r, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on a bien donc notre pourtour fermé, on a donc le segment qui va donc de l'abscisse x égale plus r et z égale 0, la partie imaginaire, à une partie imaginaire qui est égale à x plus iz qui est égal, on va considérer que c'est égal à 1, partie imaginaire des z s qui est égal à 1, d'accord? Donc on l'a ici effectivement, donc on va considérer la paramétrisation suivante, donc pour pouvoir décrire l'intégralité du gamma r, l'ensemble des points dans le plan complexe situant sur cet arc de segments, on va paramétriser le plan complexe de la manière suivante. On va poser z égale à grand R pour la partie réelle, plus i fois ts. On pourra donc décrire, lorsque t est compris entre 0 et 1, l'ensemble des complexes sur cet arc de cercle. Le premier pour 0, c'est 0, et lorsque t est égal à 1, on aura is ici, d'accord, qui correspond bien à notre intégration. D'accord? Donc, l'intégrale le long de gamma r de exponentielle moins plus z carré dz va être égale à l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins pi facteur de grand R carré moins t carré s carré plus, donc on développe ça hein, bien évidemment, plus 2rt si. Et ensuite iz, dt, hein, puisque dz c'est égal à is fois dt. Hein. Notre variable d'intégration muette au départ complexe des z va devenir une variable d'intégration en t. Donc dans la différentielle, il y a un facteur is qu'il faut multiplier ici lorsqu'on calcule le jacobien. Bon, voilà, mais sans même calculer le jacobien d'une matrice, on a ce facteur-là. Donc en fait, on va majorer cette intégrale. Donc le module de cette intégrale peut être majoré par l'intégrale de 0 à 1 du module de cette quantité complexe. Le module de cette quantité complexe, on va avoir le produit en fait des modules de l'intégrale. On va s'apercevoir que le module de i fois 2rt s, le module de i alpha, c'est toujours 1, puisque c'est une intégrale complexe exponentielle i alpha dans ce forme trigonométrique. Donc en fait, on peut le majorer donc par effectivement cette quantité-là. Cette quantité-là, on peut faire sortir S, d'accord, puisque S c'est la valeur maximale que prend notre intégrale en ce point-là, d'accord, par l'exponentielle moins pi fois le module de ce qu'il y a à l'intérieur, autrement dit exponentielle moins pi, r carré moins t carré, s carré dt. Donc ceci peut être encore une fois majoré par s fois le maximum lorsque t décrit le segment 0,1 de exponentielle moins pi r carré moins t carré s. Ok. Et donc ça peut être majoré par cette quantité là, donc qui
va tendre vers 0 lorsque r tend vers l'infini, puisqu'on a effectivement de l'exponentielle moins pi r au carré, d'accord, exponentielle moins l'infini, ça va tendre vers 0, hein, ok. Autrement dit, notre intégrale complexe est majorée par quelque chose qui tend vers 0 en l'infini, donc elle est nulle, ok. Donc maintenant sur gamma L, on le voit ici, c'est cet arc de segment ici. Donc on a un x qui vaut moins r, on va avoir du moins r plus its en paramétrisation avec t qui varie de 0 à 1 pour pouvoir décrire entièrement le segment, ce segment-là dans le plan complexe. Ok. Donc on pose donc effectivement z égale moins grand R moins its où t parcourt le segment 0,1, donc l'ensemble des réels compris entre 0 et 1, et on va effectuer de même une majoration. L'intégrale en module du long de Garel de l'exponentielle moins pi z carré dz peut être majorée par l'intégrale de 0,1 de s, qui est la valeur maximale, multiplié par le module de l'exponentielle moins pi r carré moins t carré s carré plus 2r pi 2r tsi dt. Donc l'intégrale, donc quand on a une exponentielle d'une somme, c'est égal au produit des exponentielles, hein, de tous les termes. Exponentielle de moins pi, ce terme-là, c'est un terme en i, donc en exponentielle i alpha. Lorsque je prends le module, c'est le module 1. Et donc on peut, par le même raisonnement que précédemment, donc majorer cette intégrale par un terme qui est égal à s exponentielle s carré multiplié par exponentielle moins pi r carré. Et on voit clairement, quelle que soit la valeur de s, que lorsque r tend vers l'infini, on va avoir une exponentielle moins l'infini, et ça va tendre vers 0. Donc ça va tendre vers 0. Cette quantité-là est donc majorée par effectivement une quantité qui tend vers 0 à l'infini. Donc on en déduit que f chapeau de s, la transformée de Fourier de s, c'est exponentielle moins pi s carré. Autrement dit, on a le résultat que la fonction qui a x associe exponentielle moins pi x carré, donc par transformée de Fourier, attends, je crois que j'ai sauté une étape. Bon, c'est pas grave. Oui, j'ai sauté une étape. Bon, c'est pas grave. J'essaye de voir où j'ai sauté une étape. Tac, comme ça, effectivement, moins s carré. Bon, d'accord. Eh bien, donc, pour transformer de Fourier, exponentielle moins pi s carré. Vous le trouverez vous-même l'erreur dans l'étape. Calculer la transformée de Fourier, très instructif. Donc de la fonction porte. Donc la fonction porte, je le rappelle, c'est la fonction donc qui est nulle entre plus 1,5, au-delà de plus 1,5 et en deçà de moins 1,5 qui vaut 1 entre les deux. Ok, donc f chapeau de s, donc la transformée de Fourier de cette fonction, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins 2 ips x multiplié par la fonction porte. Donc la fonction porte va nous limiter en fait les bandes d'intégration et on va passer à une intégrale de moins 1,5 à 1,5 d'exponentielle moins 2 ips x dx. On sait calculer une primitive de l'exponentielle moins 2 ips x. En effet, c'est exponentielle moins 2 ips x sur moins 2 ips. Donc on calcule donc cette primitive entre les deux valeurs d'intégration moins 1,5 à 1,5. Et donc, c'est égal à exponentielle moins ips moins exponentielle moins i plus ips sur moins 2 ips. On fait apparaître donc un sinus x, puisqu'on a un sinus x sous forme exponentielle. Et donc, la transformée de Fourier de la fonction porte, c'est sinus ps sur ps. Autrement dit, c'est le sinus cardinal. Bon, on va savoir. Calculer la transformée maintenant du sinus cardinal. Donc on fait l'opération inverse, donc on prend que f de x qui est égal au sinus cardinal de x, autrement dit sinus px sur px. Et on a f chapeau de s qui est égal à l'intégrale sur r de exponentielle moins 2 ips x, tiré par le sinus cardinal de x. Donc on va en fait, pas linéariser, mais on va utiliser en fait l'exponentielle complexe, puisque c'est une exponentielle i quelque chose sous forme trigonométrique. Exponentielle moins 2 i pi x, on va le mettre sous la forme cosinus de pi x, donc moins i sinus de pi x6. Hein. Par contre, c'est plus i sinus de moins de pi x6, le sinus est une fonction impaire. Et donc, en fait, on va avoir une intégrale de deux termes. Si on linéarise et qu'on distribue, le sinus pi x sur pi x, c'est une fonction paire. Le sinus de pi x est une fonction impaire. Le produit d'une fonction paire par une fonction impaire est une fonction impaire. Autrement dit, l'intégrale de moins l'infini à 0 d'une fonction impaire, c'est l'opposé de l'intégrale de 0 à plus l'infini de la même fonction impaire. Et donc, ces termes-là vont s'annuler. Donc, il n'y a même pas besoin de calculer l'intégrale pour cette première contribution. Il va donc rester la contribution du cosinus, d'accord ? Et donc, notre intégrale va pouvoir se réduire donc par des considérations de parité de certains éléments dans l'intégrand,
comme étant l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur πx, sinus πx multiplié par le cosinus de 2π sx dx, d'accord. On va utiliser maintenant l'identité trigonométrique, sinus a cos b est égal à 1 demi de sinus a plus b plus sinus a moins b, d'accord, pour pouvoir linéariser et faire le calcul intégral. On va donc avoir que la transformée de Fourier de la fonction calculée au point S est égale à 1 sur 2π l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus πx facteur de 1 plus 2s sur x dx plus 1 sur 2π, j'ai linéarisé et j'ai distribué l'intégrale, j'ai utilisé la linéarité, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus πx facteur de 1 moins 2s sur x dx, d'accord. Alors, on fait le changement de variable qui s'impose. Dans le premier cas, dans la première intégrale, on va poser y égale πx facteur de 1 plus s, et dans le deuxième, y égale px facteur de 1 moins s. Je fais une petite aparté ici pour pouvoir vous expliquer le passage, hein, le saut de calcul suivant. Donc c'est une remarque, je crois que je l'avais déjà démontré dans la vidéo précédente qui était une vidéo de cours, hein. Ça c'est une vidéo d'application sur les transformés de Fourier, où on fait vraiment du calcul formel de transformés de Fourier. On a que, si on veut calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de ax dx, d'accord. Donc en posant le changement de variable y égale à x, on va avoir, lorsque a est strictement positif, que cette intégrale est égale à l'intégrale sur r de f de y dy sur a, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de y dy sur le module, sur la valeur absolue de a. Ok. Si a est négatif, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de y dy sur a, c'est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de y dy sur moins a, autrement dit sur la valeur absolue de a également. Autrement dit, donc je rappelle ce résultat intermédiaire que j'avais explicité lors de la vidéo précédente de cours sur les transformés de Fourier. Ici, c'est une vidéo d'application. Donc l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de ax dx avec le changement de variable y égale à x nous permet de nous abstraire en fait du coefficient multiplicateur a sous l'intégrant de la fonction. Donc c'est égal à 1 sur module de a, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de y dy. Ok. Ceci étant dit, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus πx facteur de 1 plus 2s sur x dx va être égale donc à l'intégrale en différentiel de y, cette fois-ci puisqu'on a fait le changement de variable a et quoi, y égale px facteur de 1 plus 2s, donc de sinus y sur pi facteur de 1 plus 2s en module, en valeur absolue, multiplié par, puisque c'est en fait la différentielle, hein, si y est égal à px facteur de 1 plus s, alors dy c'est pi fois dx fois 1 plus s, autrement dit dx c'est égal à y divisé par pi sur valeur absolue de 1 plus s. Donc on retrouve 1 plus 2s qu'on retrouve ici, d'accord? C'est ce terme-là. Effectivement, je l'ai explicité là, voilà. J'avais pas vu la ligne du dessous. Donc, autrement dit, donc ça nous ramène à calculer 1 plus 2s sur la valeur absolue d'un plus 2s, et ça, ce n'est rien d'autre que le signe, on peut le mettre sous cette notation, signe de 1 plus 2s. Donc, qui vaut plus 1 si 1 plus 2s en valeur absolue est positif, est égal à 1 plus 2s, et qui vaut moins 1 si 1 plus 2s en valeur absolue, c'est l'opposé de 1 plus 2s. Voilà, ok. Par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus y sur y dy, autrement dit, c'est égal, cette intégrale, on sait que c'est pi, d'accord, c'est égal à pi fois le signe de 1 plus 2s. Donc, on a aussi que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de sinus pi x facteur de 1 moins 2s sur x dx est égal à pi fois le sinus de 1 moins 2s. Okay. Autrement dit, la transformée de Fourier de la fonction en question, d'accord, est égal à 1 demi fois le signe de 1 plus 2s plus le signe de 1 moins 2s. Et c'est la fonction porte. En effet, le signe de 1 plus 2s, ben en fait, ça vaut 1 lorsque 1 plus 2s est positif, c'est-à-dire lorsque s est supérieur à moins 1 demi, et le signe de 1 plus 2s est égal à moins 1 lorsque 1 plus 2s est négatif, autrement dit, lorsque s est strictement inférieur à moins 1 demi. Et donc, on va sommer cette fonction-là, cette fonction z, avec cette fonction-là, qui est l'opposé, la réciproque, enfin l'opposé, le symétrique de cette fonction par rapport à l'axe des... à l'axe vertical par rapport à l'axe des y, puisque effectivement le sinus de 1 moins 2s va être strictement positif lorsque 1 moins 2s est positif, autrement dit lorsque s est supérieur à 1,5, et sera positif égal à 1 lorsque s est inférieur à 1,5, et égal à moins 1 lorsque s sera supérieur à 1,5. Donc en sommant ces deux fonctions, on va avoir une fonction porte, puisque on va avoir des parties là vont se compenser, et ces parties là vont se compenser, sauf en moins 1,5. Ok.
Alors, maintenant, un autre calcul très intéressant, c'est le calcul de la transformée de Fourier de la fonction qui a x associée exponentielle de moins valeur absolue de x. Donc, on va avoir une fonction right, une fonction à droite et une fonction à gauche. La fonction à droite, ça sera donc exponentielle moins x si x est strictement positif et 0 sinon. Et la fonction à gauche, ça sera 0 si x positif et exponentielle x si x négatif. Donc, je l'ai tracé ici. On a un point de discontinuité, enfin discontinuité, point qui on a une continuité en ce point, pardon. Par contre, les dérivés ne sont pas continus clairement. Donc, la transformée de Fourier de R à gauche est égale à l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins x fois l'exponentielle de moins 2i pi sx dx. Donc, on regroupe tous les éléments mais x en facteur. Donc, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini exponentielle moins x 1 plus 2i pi sx dx. On connaît une primitive de cette fonction. C'est exponentielle moins x facteur de 1 plus 2i pi s sur moins 1 plus 2 IPS calculé entre ces bornes, c'est donc 1 sur 1 plus 2 IPS. On fait exactement la même chose avec la fonction à gauche, donc on obtient que f chapeau de L de S, donc transformé de Fourier, est égal à l'intégrale de moins l'infini à 0 de exponentielle x fois exponentielle moins 2 IPS x dx. En posant x égale moins x, d'accord, on obtient par changement de variable, donc les bandes s'intervertissent, x devient moins x, on a ici également une interversion, et dx. Il y a un moins qui traîne, ce que je ne pense pas avoir oublié. Autrement dit, on trouve que c'est égal à 1 sur 1 moins 2 IPS. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est effectivement vous mettez sur pause et vous faites les calculs par vous-même, vous vérifiez. Voilà. Donc on a f de x qui est la combinaison linéaire, enfin la somme de f de L plus f de R. On en déduit par linéarité donc de la transformée de Fourier. Voir mon cours, le cours précédent que j'ai fait, la vidéo précédente. J'ai fait une vidéo exhaustive sur la transformée de Fourier. Bon, voilà, c'est une propriété qui ressort de la transformée de Fourier, la linéarité. On en déduit que la transformée de Fourier de cette fonction, c'est 2 sur 1 plus a pi carré s carré. On dit une lorentzienne. Ok. Maintenant, calculons la transformée de Fourier de la fonction qui a x associe f de x égale 1 sur 1 plus x carré. Je pense que vous avez mis pause sur la vidéo. Maintenant, on fait la correction. F chapeau de S donc va être égal, on pose toujours l'intégrale, il faut simplement connaître par cœur sa définition d'une transformée de Fourier, parce que c'est de là qu'on part à chaque fois. Après le reste c'est du calcul d'intégrale, il y a de l'intégration dans le plan complexe, on va le voir, il peut y avoir d'autres types de connaissances d'ordre calculatoire ou pas. Mais la méthodologie est toujours fondamentalement la même. Bon, après, le niveau de complexité de l'exercice varie un petit peu, bien évidemment. Voilà. Donc, on a f chapeau de S qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins 2 i pi s x sur 1 plus x carré dx. Donc, on va calculer cette intégrale effectivement dans le plan complexe, parce que tout nous incite à le faire. Donc on va poser g de z qui est égal à exponentielle moins 2 IPS z sur 1 plus z carré. Donc on va placer du plan réel au plan complexe à travers z et on va appliquer le lemme de Jordan de l'intégration dans le plan complexe. Donc pour S strictement positif, donc on va fermer, on va chercher en fait un contour judicieux donc de plan d'intégration, donc un contour par le bas. Ici effectivement on a deux singularités, je les ai pas notées, mais 1 plus x carré ça peut être nul si x vaut plus ou moins i. D'accord? Donc soit on applique le théorème des résidus, soit on considère un contour d'intégration qui ne fait pas, voilà, donc on va appliquer le théorème des résidus. Donc on considère un premier contour d'intégration, donc je vais considérer le cercle de centré en 0 de rayon R, donc l'ensemble des complexes qui peuvent s'écrire sous la forme grand R exponentielle θ, où θ décrit, θ1, je ne l'ai pas noté ici, vous avez bien compris, c'est θ1, θ2, et CR, voilà. Et θ1, en fait, on le fait varier entre 0 et θ2 entre 0 et pi. D'accord? Autrement dit, je considère cet arc de cercle, d'accord, pour un θ1, un θ2, et θ1, θ2 entre 0 et pi, je décris ainsi, effectivement, on ferme pas par le bas, mais là on ferme par le haut. Je décris effectivement cet arc de cercle. Donc on va appliquer le lemme de Jordan, on doit vérifier que le module de notre fonction tend bien vers 0 lorsque R tend vers l'infini, ce qui est le cas, puisque le module au numérateur d'une exponentielle en i alpha c'est 1, et 1 sur 1 plus z2 lorsque z en module est très grand, c'est équivalent à 1 sur z2, et 1 sur z2 ça tend vers 0 en l'infini. D'accord? On a du reste même une intégrale qui est 2 carré somma qui est convergente, ce qui est intégrable sur R
plus. Bon. Donc, on applique on vérifie donc l'hypothèse du lemme de Jordan. Donc, on peut appliquer le lemme de Jordan si on a bien que la limite, lorsque r tend vers plus l'infini de l'intégrale le long de notre cercle, contour d'intégration de l'exponentielle i alpha z f de z dz égale 0. Donc, si alpha égale 0, donc c'est le cas en l'occurrence. Donc, maintenant, le cas alpha strictement positif. Donc, on va considérer donc l'intégrale le long du cercle CR, où CR, ça va être l'ensemble des complexes qui s'écrivent sous la forme grand R exponentielle I θ. On va décrire cet arc de cercle, où θ est compris entre θ1 et θ2. Bien évidemment, θ1 et θ2 compris entre pi et 2pi. Autrement dit, on part de là, pi et 2pi. D'accord? Donc, ce sont les valeurs possibles de nos angles. On vérifie bien les hypothèses du lemme de Jordan. Autrement dit, le module de f de z, lorsque z décrit le cercle pour module de z qui tend vers l'infini, en fait c'est lorsque r tend vers l'infini, c'est tend vers 0, et qu'on est bien, donc la limite lorsque grand R tend vers l'infini, de l'intégrale le long de notre contour d'intégration, notre arc de cercle ici, de l'exponentielle moins i alpha z g de z dz est égal à 0. Donc on a effectivement ceci, on va donc appliquer le théorème des résidus, hein, puisqu'en fait on a un résidu dans notre contour d'intégration par le bas, on a un résidu en un premier pôle en moins i, hein, puisque le dénominateur 1 plus x carré, ça s'annule en 1 plus z carré en z égale moins i. Ok. Donc f chapeau de z va donc être égal, qui est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins 2i pièce x dx sur 1 plus x carré. On décide d'orienter notre contour dans le sens direct, et donc l'intégrale le long de notre intégrale, le long de ce contour, d'accord, le long d'un chemin fermé, va être égal à 2i fois la somme des résidus le long de ce contour. Le seul résidu qu'on a, c'est un résidu en moins 1, en moins i, qui est un pôle. On le calcule. On sait que le résidu de g de z calculé en z égale moins i est égal à la limite lorsque z tend vers moins i de z moins i, autrement dit z plus i, multiplié par notre fonction calculée en moins i. Donc notre fonction calculée en moins i, donc z plus i ça s'annule, donc c'est égal à exponentielle moins 2i pi s multiplié par moins i, ok, sur z moins i en moins i. Donc z moins i en moins i c'est moins 2i. Et moins 2i pi s fois moins i, donc i carré c'est moins 1, on a donc de l'exponentielle moins 2i pi s, moins 2 pi s sur moins 2i, ok. Autrement dit, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins 2i pi s x sur 1 plus x carré dx, moins l'intégrale le long de notre contour d'intégration de l'exponentielle moins 2i pi s z sur 1 plus z carré dz est égal à moins 2i pi fois le résidu calculé. Autrement dit, on obtient que c'est égal à pi fois exponentielle moins 2 pi s. Maintenant, pour s négatif, on va fermer par le haut notre contour d'intégration, d'après le lemme de Jordan. On a un résidu en i, puisque i est un pôle de la fonction, donc effectivement, on vérifie bien que i, c'est comme moins i, c'est un pôle de la fonction. Sur 1 plus x2, ça s'annule pour x égale plus i. Donc l'intégrale le long de notre contour fermé, donc le long du cercle plus le long de ce cercle-là, est égal au résidu de notre fonction calculée en z égale i. Ce résidu est égal, on fait le même calcul que précédemment, sauf que à la place de z égale moins i, on substitue dans notre fonction z par plus i, et on obtient que c'est égal à 2 exponentielle 2 pi s sur 2i. Okay. Autrement dit, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins 2i pi s x sur 1 plus x carré dx, c'est égal à pi exponentielle 2 pi s, moins, donc c'est égal à pi exponentielle moins 2 pi module en valeur absolue de s. Autrement dit, la transformée de Fourier de notre fonction, calculée, donc exprimée en s, est égale à pi exponentielle moins 2 pi module de s. Donc la transformée de Fourier de la fonction qui a x associe 1 sur x2, 1 sur 1 plus x2. Ok. Bien, maintenant, calculons la transformée de Fourier de la fonction qui a x associé cosinus px. Bien, tout simplement, on va substituer dans la définition de la transformée de Fourier, puisque ça paraît assez naturel. On va substituer le cosinus par sa version en exponentielle complexe, donc décomposée en complexe. Donc cosinus px exponentielle ipx plus exponentielle moins ipx sur 2. Donc on va avoir l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins 2 ipx sx multiplié par
une somme de deux termes, donc on va linéariser l'intégrale, on développe, et on obtient que c'est égal à 1/2 de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle moins 2i pi x facteur de s moins 1/2, plus exponentielle moins 2i pi x facteur de s plus 1/2 dx. On reconnaît tout de suite par rapport à ce qui a été dit en tout début, par rapport à ma vidéo précédente de l'autre cours, plus que j'ai rappelé à l'énoncé, puisque le Dirac en x, c'est exponentielle moins alpha, l'exponentielle de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle 2i pi s x dx. Si je remplace x par x moins 1/2, d'accord, on a bien le Dirac en x moins 1/2. Autrement dit, je reviens à notre fonction. On y est presque. Donc voilà. Donc on reconnaît ici le Dirac dans S moins 1/2 et on reconnaît ici le Dirac en S plus 1/2. Calcul maintenant de la transformée de Fourier de la fonction qui a x associe sinus pi x. Là c'est pareil, on va utiliser le développement en sinus, en exponentielle du sinus. On dit on met sinus pi x sous la forme exponentielle i pi x moins exponentielle moins i pi x sur 2i. On a donc la transformée de Fourier qui est égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins 2i pi sx multiplié par notre sinus linéarisé. Et on obtient que c'est égal à 1 sur 2i, par les mêmes considérations que précédemment, le Dirac en s moins 1/2 moins le Dirac en s plus 1/2. Autrement dit, on peut le mettre aussi sous la forme, puisque 1 sur 2i c'est moins i sur 2. Le moins s'y rentre, on peut le mettre sous une forme plus élégante. I sur 2, delta de s plus 1/2 moins delta de s moins 1/2. Calcul de la transformée de Fourier du Dirac. Bah écoutez, on va la calculer. F de x est égal à delta x, donc f chapeau de s, donc la transformée de Fourier du Dirac, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle moins 2i pi sx delta x dx. Bon, on peut faire intervenir les distributions si on veut le calculer, c'est même pas la peine. Par définition même, construction de la fonction, en fait, on a un Dirac qui intervient, donc autrement dit, ceci c'est égal à cette fonction calculée au point x égale 0. Donc exponentielle moins 2i pi sx calculée en x égale 0, c'est exponentielle de 0, c'est égal à 1. Autrement dit, la transformée de Fourier du Dirac, c'est 1. Donc ça, c'est aussi intéressant dans les exercices, bon, plus qu'en mathématiques, je dirais en physique appliquée, où on calcule en fait d'abord les transformées de Fourier, parce qu'on n'a pas accès aux fonctions, et par inversion, on calcule transformée de Fourier inverse, on revient aux fonctions. Donc dans l'espace de Fourier, 1, en fait, ça correspond à une Dirac dans l'espace des fonctions. Voilà. Calculons maintenant la transformée de Fourier du peigne de Dirac. Alors pour calculer la transformée de Fourier du peigne de Dirac, je dois faire un préambule, hein, donc je dois rappeler quelques éléments sur le Dirac, de manière à comprendre les calculs et de suivre les calculs qui vont suivre. Donc si f de x est exponentielle 2i pi s0 fois x, et qu'on veut calculer la transformée de Fourier de cette fonction, donc on la calcule comme suit. Donc f chapeau de s, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins 2i pi sx multiplié par l'exponentielle de 2i pi s0x dx. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle 2i pi x, donc facteur de s0 moins s dx. Et on reconnaît donc cette intégrale vaut le Dirac en s moins s0, par construction même du Dirac. Ok. Si maintenant f de x est égal au Dirac calculé en x moins x0, d'accord. Alors, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins 2i pi sx fois le Dirac calculé en x moins x0, c'est égal à exponentielle moins 2i pi s x0. Ok. On a bien que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle plus ou moins 2 pi i sx dx, c'est le Dirac en s, dans le plan de Fourier. Donc, je rappelle aussi, c'est des jeux de réécriture qui vont nous servir dans le peigne de Dirac, que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle 2i pi sx dx, si on fait le changement de variable x égale moins x égale y, bon voilà, je vous épargne le calcul, mais on retrouve en fait simplement par un jeu de réécriture que le Dirac en x est égal au Dirac en moins x. Voilà, ça peut être utile pour réécrire des termes. Voilà, on est à présent, je dirais, suffisamment armé pour calculer la transformée du peigne de Dirac. Alors je fais un rappel du peigne de Dirac, je l'ai explicité longuement dans la vidéo précédente de cours sur les transformées de Fourier. Ici on est dans une vidéo d'application. Donc je réexplique un petit peu ce qu'est le peigne de Dirac. En fait, le peigne de Dirac, le chat, d'accord, donc avec cette notation, c'est un Dirac qui est périodisé. Donc au lieu d'avoir un Dirac en 0, on a un Dirac périodisé avec un espacement, c'est un espacement temporel, si on, voilà, pour prendre une analogie avec la physique, de 1.
donc avec une période qui on peut la calculer entre moins t sur 2 et plus t sur d. Donc le Dirac peut se mettre sous la forme d'une série de Fourier, d'accord? Donc sous la forme de la série de Fourier suivante, c'est la somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs. Antirelatifs, je rappelle, donc on peut, parce qu'ici C1, ici on aura C0, ici on aura C1, C2, C3, ici on aura C indice moins 1, C indice moins 2, C indice moins 3. Ok. Donc dck exponentielle 2i pi kx. On prend t égale 1 comme période. Donc les ck sont donnés par effectivement les coefficients de Fourier, autrement dit par l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle 2i pi kx activé par le Dirac delta x dx. Autrement dit, c'est égal à la valeur de cette fonction, x égale 0, exponentielle de moins 2i pi k fois 0, c'est exponentielle de 0, c'est donc égal à 1. Et donc, effectivement, notre peigne de Dirac, qui a cette représentation, je dirais, temporelle, va avoir une représentation en spectre, ou fréquentielle, si on emploie un terme physique, pour avoir employé un terme mathématique, une représentation directe dans l'espace des transformations de Fourier, de cette manière. Voilà, on a une fonction ondulante de période t. Alors, je rappelle que bon, souvent notre f tilde de x, f de x pour module de x inférieur à t sur 2 est 0 sinon, donc on périodise effectivement notre fonction. F de x, donc, qui est égal à la somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs des ck exponentielles 2i pi kx sur t. Ck étant égal à 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à plus t sur 2 de f de x exponentielle moins 2i pi k x sur t dx. Autrement dit, c'est égal à 1 sur t fois l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f tilde de x. Donc en introduisant la fonction f tilde que j'ai introduit ici. Exponentielle moins 2i pi k fois x sur t dx. Le chat de Dirac, donc le peigne de Dirac, pardon, le chat, mais c'est effectivement notre chat de x. C'est vrai que c'est la tête d'un peigne, c'est pour ça qu'on l'appelle le peigne de Dirac, qui est égal à la somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs d'exponentielle 2i pi kx. Donc ici on a une somme discrète d'exponentielles complexes de fréquence k. Oui, on peut considérer que c'est l'espace k, l'espace fréquentiel. Périodisé. Ok. Donc la transformée de Fourier du peigne de Dirac en S va donc se calcule donc comme suit, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins 2i pi sx multiplié par le peigne de Dirac en x. Donc je rappelle que donc on va pouvoir calculer comme suit la somme pour k décrivant l'ensemble des antirelatifs du Dirac calculé en s-k est égal à la somme pour k égale moins l'infini à plus l'infini. On utilise la notation intégrale de ce Dirac, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, exponentielle 2i pi x facteur de k-s. Mais par construction même du Dirac, on n'a que effectivement le Dirac en k-s et le Dirac en s-k, parce que Dirac est périodique et symétrique, et c'est donc égal à l'intégrale de l'exponentielle 2i pi x facteur de k-s. On en déduit donc le résultat fondamental suivant. C'est quoi? C'est que la transformée de Fourier du peigne de Dirac est égale au peigne de Dirac lui-même. Autrement dit, la transformée de Fourier appliquée au peigne de Dirac laisse inchanger le Dirac dans l'espace direct. Voilà. On va maintenant calculer la transformée de Fourier de la valeur principale de Cauchy. Ok. Alors, pour pouvoir calculer cette transformée de Fourier, je vais être obligé de faire un petit rappel très simple sur ce qu'est la valeur principale, d'accord. Donc la valeur principale de Cauchy d'une intégrale, je l'avais définie, bon, je pense précédemment dans des intégrales sur les distributions il y a un bon moment, hein, sur les vidéos que j'ai faites sur les distributions, je la redéfinis ici. On sait que cette intégrale, l'intégrale de dx, c'est une intégrale divergente, hein, puisque bon, par exemple autour de 0, les intégrales de Riemann de type 1 sur x puissance alpha avec alpha strictement inférieur à 1,5 sont convergentes, mais si alpha est supérieur à 1,5, elles sont, enfin supérieur à 1, ou égal à 1, elles sont divergentes. Donc clairement, effectivement, on peut pas écrire ça, d'accord? C'est même une écriture, on peut même pas l'écrire, on l'écrit, mais cette intégrale, elle diverge en 0, clairement. Donc en fait, l'idée, c'est d'avoir une forme de convergence, d'accord, de manière intuitive, et donc on va décomposer, puisque le problème c'est en 0, donc on va décomposer cette intégrale en deux intégrales, hein. Donc ce que je fais d'un point de vue formel mathématique, donc voilà, c'est un petit peu à proscrire, mais c'est l'idée qui se cache derrière la valeur principale. Et en fait, bon, au lieu de mettre 0 sur la bande, on va mettre un petit epsilon, donc une valeur très petite, et on va voir comment se comporte notre intégrale lorsque epsilon tend vers 0.
d'accord, ici par valeur positive, hein, puisqu'on intègre entre 0 et 1, donc par valeur epsilon tend vers 0 par valeur positive. Donc autrement dit, on sait calculer l'intégrale de epsilon à 1 de dx dx, puisque une primitive de 1 sur x c'est le logarithme. Donc la limite lorsque epsilon tend vers 0 plus de l'intégrale de epsilon à 1 de dx sur dx, c'est la limite lorsque epsilon tend vers 0 plus donc d'une primitive de 1 sur x qui est le logarithme donc de x, le logarithme népérien de x calculé entre ces bornes entre epsilon et 1. Autrement dit, donc c'est égal au logarithme de 1 moins le logarithme de epsilon, le logarithme de 1 c'est nul, c'est égal au moins le logarithme de epsilon. Qu'est-ce qui se passe lorsque epsilon tend vers 0 plus? Eh bien, au pas de chance, notre ln de epsilon ça tend vers plus l'infini, puisque lorsque epsilon tend vers 0 plus, le logarithme tend vers moins l'infini. On se pense l'infini, donc ça tend vers plus l'infini, et donc on a bien effectivement aussi, par ce biais du calcul, montré la divergence de notre intégrale en 0. Bien. Eh bien, nous, on va définir la valeur principale de moins 1 sur 1, de l'intégrale de moins 1 à plus 1 de dx sur dx, comme étant la limite lorsque epsilon tend vers 0 plus de l'intégrale de epsilon à 1 de dx sur x plus l'intégrale de moins 1 à epsilon de dx sur x. Et le epsilon sur notre première intégrale, c'est exactement le même que l'epsilon sur la deuxième intégrale. Ok, donc c'est le même epsilon que l'on va faire varier. Autrement dit, on va la calculer, hein, c'est un artifice, je vais dire un peu mathématique comme suit, on va dire que c'est égal à la limite lorsque epsilon tend vers 0 plus de la primitive de la première, calculée entre ces bornes epsilon et 1, et de la primitive de la deuxième, qui est le logarithme de la valeur absolue de x, calculée entre ces bornes, c'est-à-dire entre moins 1 et moins l'epsilon. Hein. On est obligé de prendre le logarithme de la valeur absolue de x, puisque je rappelle que le logarithme, si vous avez en tête le graphique du logarithme, il est défini sur R plus étoile, d'accord? Parce qu'en près de 0, c'est envers moins l'infini. Négatif n'est pas défini, bien. Donc, autrement dit, on va calculer cette intégrale, hein, cette limite, pardon. Donc, cette limite va être égale à la limite donc, de logarithme de 1 moins, epsilon, moins ln de epsilon, plus le logarithme de la valeur absolue de epsilon, puisqu'on prend epsilon par 0 plus, c'est logarithme de epsilon, moins logarithme de 1. Donc, les termes logarithme de 1, ils s'annulent, et on a effectivement les termes moins ln de epsilon plus ln de epsilon qui s'annulent. Autrement dit, la valeur principale au sens de Cauchy, de l'intégrale de moins 1 à 1 de dx sur x, c'est 0, d'accord? Et effectivement, bon, j'ai représenté sur un schéma notre fonction 1 sur x, d'accord, et 1 sur x en symétrique, et j'ai représenté l'aire de la courbe qui correspond à l'intégrale de epsilon à plus l'infini ici, et ici l'intégrale de moins l'infini à moins epsilon. Donc on fait tendre simultanément de la même manière epsilon à droite et à gauche en 0, d'accord. Donc au sens des distributions, pour ceux voilà, qui ont suivi mes cours, enfin mes vidéos notamment que j'ai fait au début sur les distributions, on peut définir la valeur principale de 1 sur x comme étant donc la distribution associée à une fonction test phi, qui est le produit scalaire de la valeur principale de 1 sur x avec phi, autrement dit la valeur principale de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de phi de x sur x dx. Voilà. Donc ces rappels étant dit, on est à présent plus ou moins armé pour calculer donc la transformée de Fourier de la valeur principale de 1 sur x. Donc la transformée de Fourier de la valeur principale de 1 sur x va être égale à la limite lorsque epsilon tend vers 0, plus, donc 0 par valeur positive, hein, de l'intégrale de epsilon à plus l'infini de exponentielle moins 2 pi s x sur x dx. On a distribué là. Plus l'intégrale de moins l'infini à plus epsilon. Non, c'est moins epsilon, pardon. Non, c'est plus epsilon. De exponentielle moins 2 pi s x sur x dx. Donc, pour pouvoir calculer ces deux intégrales, il va falloir passer dans le plan complexe. On va faire une intégration dans le plan complexe. On va poser f de z, la fonction du complexe, qui est égale à exponentielle moins 2 pi s z sur z. Et on va essayer d'appliquer, le lemme de Jordan, d'accord, pour différentes valeurs de s. Ok? Donc, le lemme de Jordan, qu'est-ce qu'il nous dit? Il faut vérifier que le module de la fonction, lorsque le tend vers 0, lorsque le module de z tend vers l'infini, le module de la fonction, le module numérateur exponentiel c'est 1, sur 1 sur z, lorsque le module de z tend vers l'infini, ça tend bien vers 0. Donc on peut a priori appliquer le lemme de Jordan.
Donc ici, S est strictement positif. Donc si S est donc on va distinguer deux cas, S positif, S négatif. Pour S positif, donc on peut appliquer le lemme de Jordan. On va calculer l'intégrale le long d'un contour fermé, n'incluant pas la singularité, puisqu'en 0, c'est même pas un pôle, c'est une singularité. La fonction n'est pas définie en 0. Hein. Bon voilà, on a une singularité en 0 que l'on va éviter. Effectivement, on va considérer le contour d'intégration que j'ai délimité ici, qui est constitué de la réunion du cercle centré en 0 et de rayon epsilon, d'accord, pour éviter la singularité en 0, constitué d'un premier segment, de cet arc de cercle et d'un deuxième segment, d'accord, et on va tirer dans ce sens-là. On va, ici, c'est ce que j'ai noté gamma de R et de epsilon, gamma de R et d'epsilon, on va faire tendre R vers l'infini, epsilon vers 0, et on va voir ce qui se passe. Donc la limite, lorsque R tend vers l'infini, epsilon tend vers 0 de l'intégrale le long de gamma de rayon R, le long du cercle gamma, le long du pourtour gamma qui est la totalité que j'ai caractérisé par R et epsilon, de l'exponentielle moins 2 pi sz sur z dz, c'est égal à la limite lorsque grand R tend vers l'infini de l'intégrale le long du demi-cercle de rayon R que j'ai ainsi schématisé, de l'exponentielle moins 2 pi sz sur z dz, qui tend bien vers 0 lorsque R tend vers l'infini, via application du lemme de Jordan. Donc, on va voir donc la limite lorsque grand R tend vers l'infini de epsilon, lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale le long de gamma, du pourtour gamma, caractérisé par epsilon et R, de l'exponentielle moins 2 pi z sur z dz, plus la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale du cercle de rayon epsilon, de l'exponentielle moins 2 pi z sur z dz, ok, c'est du dz, plus l'intégrale le long du cercle de rayon R, de l'exponentielle moins 2 pi z sur z dz, et donc toute cette somme est égale à 0 d'après le théorème de Cauchy. Donc ce que j'ai écrit en vert, vert cacadois, on reconnaît en fait la valeur principale de 1 sur x, autrement dit l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins 2 pi sx sur x dx, ok. Et donc f chapeau, donc la transformée de Fourier de f va se calculer comme suit, c'est l'opposé de la limite lorsque epsilon tend vers 0 de l'intégrale le long du cercle de rayon epsilon de exponentielle moins 2 pi 7 sur z dz. Je rappelle donc le cercle de rayon epsilon, c'est l'ensemble des complexes, c'est une paramétrisation de ce cercle, il est ici, hein, c'est ce arc de cercle de rayon epsilon. Donc en fait on fait tendre θ vers 0, θ entre moins pi et θ il varie entre moins pi et 2 pi, entre pi et 2 pi. Oui, entre moins pi et 0 c'est pareil. Donc c'est l'ensemble des complexes z qui s'écrivent sous la forme exponentielle epsilon fois exponentielle θ pour décrire le demi-cercle de rayon epsilon, tel que θ décrit moins pi 0, d'accord. Donc c'est une paramétrisation du cercle de rayon epsilon. Donc si z est égal à epsilon exponentielle θ, la différentielle de z c'est donc égal à epsilon fois exponentielle θ multiplié par i, hein, qui sort, multiplié par dθ. Autrement dit, comme ceci c'est z, c'est égal à z fois i fois dθ. Donc dz est égal à z fois i fois dθ. Ok. Donc on substitue dans l'intégrale dz par effectivement son expression en fonction de θ, autrement dit iz dθ. On va avoir, donc c'est égal à l'intégrale de moins à l'intégrale, donc puisqu'on fait varier donc θ entre moins pi et 0, c'est un moins pi, d'accord. J'ai mis pi, bon, vous rectifierez. Et 0 de exponentielle moins 2 IPS multiplié par z, z c'est de l'epsilon exponentielle θ, autrement dit on a une exponentielle imbriquée dans l'exponentielle, c'est assez sympa, mais vous allez voir avec un développement de Taylor au premier ordre, ça va vite se simplifier. Soit f chapeau de s qui est égal à moins i fois l'intégrale de moins pi, là j'ai bien mis le moins, soit l'intégrale entre moins pi et 0 de exponentielle moins 2 pi s fois epsilon exponentielle θ dθ. Lorsque epsilon tend vers 0, en fait ce terme-là ce n'est rien d'autre que 1 moins 2 pi s epsilon exponentielle θ plus des termes qui vont être multipliés par epsilon qui vont tendre vers 0, donc des termes négligeables. Lorsque epsilon tend vers 0, ça va tendre vers 0. Effectivement, je rappelle le développement de Taylor de l'exponentielle x à l'ordre 1, c'est 1 plus x plus un petit o de x. D'accord? Donc on a développé effectivement l'exponentielle ici, et donc j'ai linéarisé l'exponentielle en fonction de Taylor. Lorsque epsilon tend vers 0, donc on va avoir f chapeau de s qui est égal à moins i fois plus pi. Autrement dit, la transformée de Fourier de s est égale à moins i pi. Ok? Donc maintenant, on va faire le cas où z ou s est strictement inférieur à 0. Donc on va fermer par le haut.
D'après le lemme de Jordan, donc je considère ce contour d'intégration constitué donc d'un premier demi-cercle, d'un arc de segment, d'un premier segment, ensuite d'un demi-cercle de rayon epsilon qui va éviter la singularité. Je vous rappelle que on va avoir effectivement une singularité ici en 0. Et donc, la fonction étant holomorphe, hein, j'ai oublié de le préciser précédemment, mais effectivement, pour pouvoir appliquer le théorème de Cauchy sur un contour fermé, d'accord, où la fonction ne présente pas ni de pôle ni de singularité, ce qui est le cas ici. Il y a une singularité ici que l'on évite à travers ce contour avec S en négatif. Donc on va pouvoir appliquer le lemme de Jordan. Donc je rappelle que le signe de x est défini comme étant égal à x sur la valeur absolue de x. On dit le signe de x est égal à plus 1 si x est strictement positif et moins 1 si x est strictement négatif. Donc on va avoir f chapeau de s, donc la transformée de Fourier de notre fonction s, qui est égale à l'intégrale de pi, cette fois-ci à 0, puisqu'on intègre entre pi et 0, d'accord. Non, moi je dirais plutôt entre 0 et pi. Bon, moins l'intégrale de 0 à pi. De l'exponentielle moins 2ips exponentielle 2ips fois epsilon exponentielle iθ, multiplié par i epsilon exponentielle iθ sur de l'epsilon exponentielle iθ. Les epsilon exponentielle iθ se simplifient. On obtient que c'est égal à i fois l'intégrale de 0 à pi de l'exponentielle moins 2ips epsilon exponentielle iθ dθ. Ce terme-là, ça va plus ou moins être égal à 1 lorsque epsilon tend vers 0. Autrement dit, on peut considérer que c'est égal à i fois l'intégrale de 0 à pi de 1. Et donc, sera égal à donc, moins i pi fois plus le signe de s. D'où, suivant la valeur de s, positif ou s négatif, on aura donc la transformée de Fourier appliquée de la fonction est égale à moins i pi fois le signe de s. Donc la valeur, on conclura sur cet exercice, la valeur principale de 1 sur x admet pour transformée de Fourier moins i pi fois le signe de s. Alors une question toute simple pour terminer, et on terminera là-dessus. Quelle est la transformée de Fourier de la fonction qui à x associe la constante 1 unité, quelle que soit x? Eh bien, on la calcule, on a que f chapeau de s est égal à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de l'exponentielle moins 2ips x dx. Autrement dit, c'est le Dirac. Et donc, le Dirac est effectivement la transformée de Fourier de la fonction constante impulsion. Voilà. Simplement, voilà, j'avais oublié de tracer, si vous voulez tracer cette fonction moins ips sinus x, je l'ai tracé ici. Donc voilà pour ces exercices d'application des transformées de Fourier qui fait suite à la vidéo précédente. Si vous n'avez pas vu, je vous incite à la voir, qui est assez longue du reste et assez exhaustif en la matière sur tout ce qui est transformé de Fourier. Je traite également du produit de convolution, du transformé de Fourier d'une convolution, du Dirac. Il y a d'autres éléments, je dirais, qui interviennent et d'autres concepts. Voilà, donc je pense qu'avec ça, vous avez suffisamment d'éléments en main pour maîtriser les transformés de Fourier en long, large et en travers, notamment et plus que tout en physique. Voilà, après, sur les aspects plus rigoureux mathématiques, il faudra approfondir un peu différemment. Voilà.